De retour sur le plateau de Soir Info Week-end afin de poursuivre la discussion autour de la campagne présidentielle, de la campagne promotionnelle, d'Éric Zemmour. Nous ont rejoint sur ce plateau Lies Messatfa, conseiller municipal à Levallois-Perret. Bonsoir, et conseiller également, je le précise, au cabinet d'Olivier Véran. Également à nos côtés, William T, président du think tank Le Millénaire, et est resté sur ce plateau Denis Cieślik, porte-parole des Amis d'Éric Zemmour, et Ergun Toparslan, vice-président de Territoire de Progrès. On va continuer ensemble de comprendre le phénomène Éric Zemmour, l'intérêt qu'il suscite en ce moment. Écoutez ce qu'il a dit tout à l'heure lors de cette réunion publique à Nantes. Dans n'importe quelle ville française, vous revivez dans chaque rue, devant chaque maison, 1000 ans d'histoire. C'est aussi comme ça que l'on s'approprie l'histoire de France. C'est comme si, cela, qu'on devient français. C'est pour cela que les maires, comme ceux de Nantes ou de Paris, saccagent nos villes, les enlaidissent et veulent détruire jusqu'au souvenir de notre histoire et de notre passé. Denis Cieślik, j'essaie de comprendre. Éric Zemmour se veut le sauveur de la France du passé. Ça, c'est une formule, la France du passé. Non. Éric Zemmour, il est le défenseur, aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'il parle à beaucoup de gens, d'une vision de la France qui ne veut pas mourir et d'une vision qui a pas honte, une France qui n'a pas honte de ses traditions. Une France qui n'a pas honte de dire que oui, il y a des choses qui ne doivent pas changer. Oui, il y a des choses qui plaisent. Oui, il y a des choses qu'on voit au fur et à mesure se transformer et dont on voudrait qu'elles ne se transforment pas. Et ce n'est pas une question de réaction, j'entends beaucoup ça, c'est un fasciste, un réactionnaire. Aimer ses traditions, aimer ses terroirs, aimer ses paysages, c'est pas être fasciste, c'est être français. Et je pense que c'est pour ça que Éric Zemmour, aujourd'hui, il parle à un certain nombre de gens. C'est pour cela qu'il arrive à monter, à créer une sorte de dynamique autour de sa candidature putative. Actuellement, on le voit dans les sondages, notamment, Lies Messatfa. C'est bien de vouloir défendre ses traditions, et on est nombreux à vouloir les défendre et les partager. Là, le sujet n'est pas là. Aujourd'hui, on est à l'aune d'une élection présidentielle. Et ce que je vois en Zemmour aujourd'hui, c'est un thermomètre. Faisons-en bon usage, mais ce n'est pas un apporteur de solutions. Je n'en vois pas. On est tous dans une volonté de défendre les traditions de notre pays. On y est attaché. On est attaché à son histoire, toute son histoire. Et je pense qu'il faut aussi la rappeler. La France est multiple. La France a des origines il ne faut jamais oublier que les Francs sont initialement des envahisseurs. Donc quand on parle d'une France immémorielle, il faut savoir d'où on se situe. Là, Éric Zemmour parle d'une France que même Charles Martel n'a pas côtoyée. Donc moi, j'ai ce sujet-là aujourd'hui, à longueur de journée. On se fait insulter sur les plateaux télé par Éric Zemmour alors que nous sommes français. Je parle rarement de mes origines, parce que pour moi, ce n'est pas un sujet. Mais quand je regarde autour de la table, nos prénoms, nos visages, nos origines, et quand j'écoute simplement la vision des étrangers qu'a Éric Zemmour quand il regarde les chiffres de l'INSEE, il nous considère, nous tous, autour de la table, comme des étrangers dans son analyse des chiffres de l'INSEE sur l'immigration. Donc, est-ce que nous sommes aujourd'hui, nous, des étrangers à la France, des dangers pour ce pays? C'est la question que je pose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très bien de vouloir défendre une France, qu'on défend des traditions, mais à un moment donné, il faut aussi vouloir se projeter sur l'avenir sans insulter une grande partie de la population. Ouais, j'entends ce discours depuis des semaines. Et il est entendable aussi. Il est un peu, je trouve, je vous respecte parfaitement, mais je trouve que c'est un peu malhonnête. Parce que, en fait, Éric Zemmour, c'est le seul dans cette pré-campagne présidentielle à parler d'assimilation. Vous dites toujours que Éric Zemmour est obsédé Faites le distinguo entre l'intégration et l'assimilation. Bien sûr. Vous dites toujours que Éric Zemmour est obsédé par la couleur de peau. C'est faux. Je n'ai pas parlé de couleur de peau, j'ai parlé de prénom. Vous parlez de prénoms. C'est ce qu'il a dit. Je parle sur les prénoms. Vous appelez il a le mérite d'être clair. Une proposition qui est très claire et que je soutiens. Mais pour répondre à ce que vous disiez, alors Éric Zemmour, il a le mérite de la clarté. Et il dit que l'assimilation, c'est le seul à en parler. L'assimilation, ce terme républicain, ce terme que tout le monde a oublié et qui a fait la République, sous la Troisième République. L'assimilation, c'est que indépendamment de là où on vient, indépendamment de qui on est, indépendamment du prénom avec lequel on est né,
On peut devenir français du moment qu'on s'y assimile, qu'on s'assimile à son histoire, qu'on s'assimile à son avenir et qu'on souhaite pleinement de tout son cœur devenir français. C'est tout simplement ça que défend Éric Zemmour. Ne caricaturons pas en ethnicisant le débat. Je sais qu'à gauche, vous n'êtes pas de gauche, enfin je ne sais pas, mais je sais qu'à gauche, on est en train de racialiser tous les débats, dire qu'on a un privilège blanc, qu'on est racisé. Lui ne fait pas ça. Lui, il ne parle que d'assimilation. J'appartiens à un parti qui est le parti radical qui a fondé la République, qui est le parti radical. Donc j'y suis profondément attaché. Mais je ne considère pas que parce que vous vous appelez Denis, c'est pas Denis, vous n'êtes pas français. Je ne le considère pas. Et Éric Zemmour non plus, ça tombe bien. Ben non, si, parce qu'il vous demande de changer votre prénom. Non, Éric Zemmour ne demande pas de changer mon prénom. Si. Vous voyez, encore une fois, vous caricaturez. Éric Zemmour dit que pour les nouveau-nés, il faut donner des prénoms français pour avoir un univers culturel et une culture française. l'INSEE, quand il parle des étrangers, vous ou moi, monsieur, ne devront changer de prénom. Là encore, vous dites des choses qui sont inexactes pour caricaturer. C'est dommage. Je suis beaucoup de débats d'Éric Zemmour parce que je considère qu'il faut toujours, on est dans un débat démocratique, il faut lire ses livres, notamment Le Petit Frère. J'écoute beaucoup de choses qu'il a rédigées ou autres. Je vous dis juste une chose, j'ai vu beaucoup de débats quand il parlait des chiffres de l'immigration en France. Quand on fonde toute sa théorie et tous les problèmes des Français sur l'immigration et qu'on parle d'une théorie du grand remplacement, il faut savoir la définir. Et quand j'écoute sa définition d'un étranger ou d'un immigré, j'ai beau être né à Levallois-Perret, je suis considéré dans son analyse comme un étranger. Et c'est exactement ce qu'il dit à chaque fois. Il y a un fameux débat aussi qu'il a pu avoir avec Aymeric Caron. Donc, pour Éric Zemmour, pour le candidat que vous défendez, nous sommes tous autour de la table des étrangers. Monsieur, ça c'est vous qui le dites, c'est ridicule. Honnêtement, la question de la nationalité, la question d'être étranger ou non, elle ne se pose pas en ces termes-là. Pour Éric Zemmour, ce qui compte, c'est l'identité. L'identité, c'est l'assimilation. Le ressenti aussi d'un certain nombre de Français. Pour les 3,3 millions de Français qui sont binationaux, comme moi, j'ai la nationalité française, j'ai également la nationalité turque. Je crois qu'on n'est pas au même niveau que les autres Français qui sont uniquement de nationalité française. Ce que j'ai compris, c'est que dans son idéal, la justice serait une justice à deux vitesses, une justice pour les binationaux, une justice pour les nationaux, tout simplement. Alors, avec un code pénal qui serait différent pour les binationaux. C'est un sujet très intéressant. Sur ce point, moi, vous voyez, la double nationalité, je l'ai refusée. Je l'ai refusé quand j'ai eu 18 ans, j'ai considéré que j'étais uniquement français, que ma loyauté était à la France. Les gens qui font le choix de garder ou qui n'ont pas le choix, il y a des pays qui obligent à ce qu'on garde la nationalité toute sa vie, qui ont la double nationalité, effectivement, 3 millions de Français. S'ils deviennent des criminels ou des délinquants, pourront se voir être déchus de la nationalité pour être renvoyés. Et c'est une mesure de justice que soutiennent beaucoup de Français. Ça n'est pas pour autant qu'ils sont des Français de seconde zone. Un Français, non. Ils n'ont pas les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres, c'est ça. Vous savez, dans l'hypothèse où ils sont déchus de leur nationalité et renvoyés, ce que je souhaite lorsqu'ils sont des criminels, ils se sont rendus eux-mêmes Français de seconde zone, s'ils ont été des criminels ou s'ils ont été des voyous. Non mais notre justice, l'état de droit permet de les juger comme tout le monde d'ailleurs. Tout le monde est égaux en face de la justice. Quand vous faites ça, vous faites... Donc vous pensez que c'est à la France. Donc c'est une discrimination supplémentaire. Comme si on n'en avait pas suffisamment en France. Une discrimination supplémentaire. Bien sûr. Encore une fois, vous êtes dans la caricature. Ah non, c'est là. On est dans un état. Vous avez des sanctions différentes entre des binationaux et des dans un état de droit. Il y a des États qui appliquent. Pardon. Il y a des États qui appliquent déjà cette mesure, qui sont des États de droit, qui sont des démocraties. Et nous pouvons aujourd'hui considérer qu'effectivement, la France n'a pas vocation, monsieur, à accueillir des gens qui, avec cette double nationalité, dont parfois, pas systématiquement, parfois ils ne se sentent appartenir qu'à une d'entre elles, qui n'est pas celle qui est française, peuvent être déchus et renvoyés chez eux. Non, vous avez vu, j'ai fait un distinguo, j'ai dit pas tous, mais vous préférez caricaturer. Vous m'avez expliqué gentiment que moi, si je fais une erreur, je ne serais pas jugé de la même façon que quelqu'un d'autre. Ce que vous appelez une erreur, c'est un crime. Non mais je sais pas, c'est vous qui le définissez. Nous on dit tout le monde est égaux. Une erreur, c'est un crime. Il faut arrêter d'appeler ça des erreurs ou des bêtises. On parle de crime. On est responsable de ces actes. Tous les deux en même temps. Pardon. Allez-y, William T. Non, c'est juste par Vous n'avez pas encore eu la parole depuis le début de ce débat. Non, mais moi, sur la question de la double nationalité, je partage votre avis. En fait, je pense qu'en fait, on doit choisir une seule allégeance à partir du moment où on considère qu'en fait, il existe des nations et qu'en fait, on ne porte pas une communauté mondiale. Même si l'humain est avant même qu'on commette un délit. Non, mais à partir du moment où on commet un délit, parce qu'à partir du moment où on accepte la binationalité, en fait, on accepte la double allégeance et le fait d'avoir deux maisons mères, qui sont la France et éventuellement un autre pays. Et à partir du moment où on commet un crime, on se met en dehors de la communauté nationale et on considère en fait qu'à partir du moment où on est notre communauté nationale, la France est en capacité, en fonction d'un juge qui aura un jugement, de vous mettre en dehors de cette communauté si par cas vos actes ne sont pas réparés, vous n'êtes pas réinsérable dans cette société. C'est notamment le cas pour les terroristes. Moi, je pense que par exemple pour les terroristes, il faut les déchoir de nationalité s'ils en ont deux et les expulser de notre territoire parce qu'ils sont mis en dehors de notre communauté nationale. Sur ce point-là. Ensuite, après, sur la montée d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, on a vu que cela divisait la société.
société après les attentats de 2015 où on a mis ce débat sur la table. Oui, mais même si ça divise, en fait, le pouvoir politique... Ça a surtout divisé la gauche. Le pouvoir... Surtout la gauche. Pas forcément, il y a beaucoup de binationaux à droite également. Oui, mais quand vous prenez en fait le pouvoir politique, on l'a vu en 1980 sur la question de la peine de mort, François Mitterrand était contre plus de la moitié des Français. Il a pris une décision parce qu'il voyait un long cap. Il disait que par rapport à la tradition catholique de la France, on ne pouvait pas accepter d'avoir la peine de mort. Laissez-moi terminer dessus. Je ne vais pas interrompre. Ensuite, après, sur la question de la montée d'Éric Zemmour. Si Éric Zemmour monte, c'est parce qu'il exprime des sujets, notamment deux, qui répondent à une inquiétude des Français, qui est le grand déclassement et le grand remplacement. Il y a une grande partie des Français qui considèrent, notamment des déçus de LR et des déçus du Rassemblement national, que le Rassemblement national, en opérant ce qu'ils appellent la normalisation, en fait, ne répond plus à leurs inquiétudes et non plus la volonté politique, en fait, de changer, de provoquer une rupture par rapport à Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, chez LR, LR, c'est très simple, hein, ils ont adopté le programme présidentiel de François Fillon et au bout de 2 semaines après sa défaite, ils l'ont abandonné pour adopter un programme qui est mou et neutre. Et c'est pour ça qu'ils sont en perte complète au niveau électoral, parce qu'il faut se dire qu'il y a 20% des Français qui ont choisi le programme de François Fillon et qui, même avec les affaires, donc ils n'ont pas voté sur la question de la probité de François Fillon, mais uniquement sur son programme politique, se sont exprimés sur ce sujet. Les Républicains ont trahi en fait les électeurs LR et c'est pour ça qu'ils se sont pris une branlée aux élections législatives. Ensuite, après, sur le point sur pourquoi est-ce qu'Éric Zemmour joue, c'est parce qu'il a 3 qualités principales. 1, il a été constant pendant de longues années en exprimant le même sujet. 2, c'est un homme politique qui n'est pas comme les autres. Et 3, il a affronté ce qu'une grande partie de droite veut. Ils veulent une révolution culturelle par rapport à la domination de la gauche depuis mai 68. Si je peux me permettre juste une chose sur le débat sur les binationaux. Il ne faut pas considérer que les binationaux sont des personnes qui ne sont pas forcément nées en France. Donc quand on parle de binationaux qui ont reçu une éducation en France, qui ont été formés par la France et qu'on veut les renvoyer dans un autre pays qu'ils ne connaissent pas, même s'ils en ont la nationalité, le sujet se pose. Est-ce qu'ils sont français ? Moi, je considère qu'ils le sont malgré tout parce qu'ils ont bénéficié. Et c'est un échec collectif. Et ça, il faut le prendre comme un échec collectif plutôt que considérer que les autres pays sont notre poubelle, comme les autres ne doivent pas considérer que notre pays en est une. Mais ne sous-entendons pas systématiquement que les binationaux sont des personnes qui viennent de l'étranger et que nous n'aurions pas formé. La réalité est tout autre. Ce sont des personnes qui ont eu le système français, le système scolaire français. Et quand je parle de thermomètre, ça ne veut pas dire que les mots que l'on rencontre, que les Français expriment par l'intermédiaire d'une tentation d'un vote Zemmour, ne sont pas réels. Mais je ne crois pas aujourd'hui que ce candidat, parce que pour moi il est candidat, j'espère qu'il ne nous fera pas l'affront d'attendre la date de mort du décès du général de Gaulle le 9 novembre pour annoncer sa candidature, parce que je trouve que ça ferait vraiment too much. Mais on a vraiment des gens qui ont, oui, cette peur du déclassement, cette peur de l'avenir. Mais je pense qu'on n'apporte pas de solution sur la sécurité en expliquant que tel et tel maire s'occupe de détruire 1000 ans d'histoire française. C'est pas vrai. Quelles sont les propositions d'Éric Zemmour pour lutter pour améliorer la mixité sociale, que ce soit par le logement et donc dans l'éducation ? Ça, ce ne sont pas des choses que j'entends. Et ce sont des choses qui vont changer le quotidien des Français. On va l'entendre justement à nouveau, Éric Zemmour. Écoutez-le. L'assistanat doit être absolument éradiqué dans ce pays. C'est une plaie, c'est un cancer. Il faut absolument s'en guérir. Et pour cela, je vois 2 grands axes. Le premier, c'est que la solidarité redevienne nationale. C'est-à-dire que nous devons réserver notre solidarité à nos compatriotes. Allocation RSA, allocation familiale, allocation logement, priorité au logement social, etc. Et deuxièmement, car nous devons aussi balayer chez nous, nous devons tout faire pour que la rémunération du travail soit supérieure et largement supérieure à la rémunération de l'assistance. Denis Cieslak, c'est la France first, la France, les Français. Dans une certaine mesure, oui, tout à fait. On peut considérer. Il ne cache pas les similitudes avec Donald Trump, d'ailleurs, même la couverture de son livre. Absolument. Alors, l'anglicisme en moins, on peut considérer qu'effectivement. C'est ça que j'ai dit, la France et les Français d'abord. C'est la France d'abord, et je ne vois rien de choquant à ce que l'on considère que la solidarité nationale, donc on parle bien des aides qui ne sont pas contributives, il va de soi que même un étranger en France qui contribue à ses droits, cela va de soi, mais que les aides qui ne sont pas contributives doivent être réservées aux personnes françaises. C'est la solidarité nationale, il est normal qu'elle aille aux nationaux. Vous parlez de l'AME notamment ? Écoutez, sur la question de l'AME, Éric Zemmour est clair, il souhaite la supprimer. D'accord, donc si on supprime, donc
Donc l'AME, c'est une aide qu'on donne. Coûte environ 1 milliard d'euros. C'est 1 milliard d'euros, 980 millions, qui permet de soigner des personnes en situation qui n'ont pas la nationalité française, qui ne sont pas en situation régulière sur le sol français. Mais il y a des critères quand même d'éligibilité. Mais le vrai sujet, c'est que ça veut dire qu'on considère que, par exemple, on sort à peine d'une pandémie, je pense qu'on n'en est pas encore sorti réellement, on est encore en période de pandémie, ça signifierait que dans notre pays, on ne soignerait pas les étrangers, on laisserait propager le virus parce qu'on ne soignerait pas ces gens-là. Alors, sur la question de l'AME, là encore, ne soyons pas caricaturaux. Il n'est pas question de laisser les gens mourir sur le parquet en disant non, on ne va pas vous soigner. Ce serait le supprimer, c'est ça qui vous Non, c'est pas ça. Il y a deux choses. D'abord, il y a un constat. L'AME, c'est une aide qui est excessivement inflationniste. On le sait, elle ne fait que croître. Elle est passée de 250 millions il y a 15-20 ans, je crois. Les chiffres peuvent être vérifiés, mais à presque 1 milliard et elle ne fait que croître. Voilà. Et elle ne fait que croître. Elle a atteint, je crois, près d'1 milliard d'euros l'année dernière. Un peu moins. Aujourd'hui, on voit que dans le cadre de l'AME, il y a une offre de soins qui est très large. Et surtout que même pour les immigrés eux-mêmes, cette aide est particulièrement injuste. On est dans une situation où pour bénéficier de l'AME, il faut être illégalement sur le sol français depuis une durée déterminée. 3 mois. Tout cela, 3 mois. Merci. Tout cela n'est donc pas très cohérent. Et il faut gagner moins de 8 000 euros par an. Donc il y a quand même des choses qui sont... On ne parle pas de tous les immigrés, on ne parle pas de tout le monde, on parle juste c'est beaucoup des réfugiés, ce sont des personnes qui sont dans des situations délicates et on va les laisser devenir malades. Que vous considérez maintenant qu'Éric Zemmour a un programme. Ce que vous disiez... je n'ai pas entendu parler... je vous ai parlé sur 2 questions très précises. Sa position sur la loi SCRU. Vous soutenez vous-même Emmanuel Macron ? Moi je suis, oui, bien sûr, un soutien d'Emmanuel Macron. Mais la question que je vous pose, j'étais en train juste de terminer. Je parlais d'un truc très précis qui est quand même la loi SRU, c'est la mixité sociale. Moi, quand je vois des ghettos de riches et des ghettos de pauvres, et quand je n'entends jamais parler Éric Zemmour de ces sujets-là, je me dis qu'il y a un petit problème, il y a un petit sujet. Je vous parle de dispositifs très concrets. Je ne vous dis pas la France aux Français. Ce sont des incantations. C'est une incantation. Poser une question. Bien sûr. Je vais vous répondre. Allez-y. À quel moment, en 2017, Emmanuel Macron a-t-il publié son programme très précis où il parlait notamment de SRU, où il parlait notamment d'AME, où il parlait de sujets extrêmement précis comme il l'a fait très tardivement. Quelle était la date ? Mars 2017. On a mars 2017. Mars 2017. Il y a eu d'autres moments. Non. Attendez, je vous réponds. Après, je vous réponds. Ouais. Vous soutenez donc un candidat qui a fait quelque chose dont vous considérez qu'Éric Zemmour, aujourd'hui, qui ne fait pas autre chose, si ce n'est qu'il est plus précis, est coupable. Enfin, excusez-moi. Je vais juste finir là-dessus. Après, il y a une différence entre Éric Zemmour. Il y a une différence, c'est que Macron avait écrit Révolution en octobre 2017, il exprimait les grandes lignes. Et il y a autre chose. Et la France n'a pas dit son dernier mot, c'est quoi ? C'est pas vraiment un livre-programme. Non, mais là-dessus, je suis désolé. Vous ne ferez pas croire aux gens qui nous écoutent qu'Éric Zemmour n'a pas... Emmanuel Macron était un ministre, donc il y avait quand même un bilan des actions qui avaient été menées. L'une des premières annonces, c'était aussi... D'ailleurs, le CUCE, grand succès. C'est pour permettre aussi aux personnes malentendantes qui ne pouvaient pas se payer des lunettes, d'en bénéficier grâce au 100% santé. Et le CICE, c'est 40 milliards mis par la fenêtre. Et ça faisait partie de ces mesures. Et ça faisait partie de ces premières mesures qu'il a lancées. La croissance historique, tout en même temps, c'est également Emmanuel Macron. La baisse du chômage historique, la croissance historique, c'est également Emmanuel Macron. Ça, vous le direz, la baisse du chomage. Merci à vous 4. On poursuit la discussion. Dans un instant, on reviendra notamment sur la découverte de ces tags à Savigny, le Temple en Seine-et-Marne, dans une rue connue pour abriter un point de deal. Des tags incitant clairement, vous allez le voir dans un instant, au meurtre de policiers. Vous avez même un tableau de primes. À tout de suite sur CNews. Découvrez Sublime, la nouvelle machine compacte L'Or Barista, compatible avec les capsules classiques et XXL pour préparer 2 espressos, un double espresso, un café long ou un délicieux espresso. Imaginez un monde de possibilités. L'Or Barista, double espresso, double plaisir. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. La vie est une aventure. Qui un jour a besoin d'un port pour se mettre à l'abri ? Résidence seigneuriale, votre port d'attache. Vendez votre voiture
La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Qui peut concurrencer la MAF? À la MAF, avec mon assurance habitation, mon téléphone peut être indemnisé en cas de chute accidentelle chez moi, comme en dehors. Désolé, moi je préfère la MAF. C'est le Mafiversaire. Profitez de nos offres 30-15 et dans les agences MAF. On a bicycle built for you. Let's take a ride through the valley. Let us enjoy the view. Pedaling away we'll be merry, smiling as bright as we do. And you look so sweet, right on the seat of the bicycle built for you. By Dolce & Gabbana. Pompes funèbres de France, c'est un engagement de chaque instant et la garantie de la qualité pour l'organisation d'obsèques personnalisées. Choisir Pompes funèbres de France, c'est bénéficier d'un accompagnement et d'une écoute attentive. Pompes funèbres de France, le réseau national au service des familles. Il y a une femme dont je suis très proche, qui a une liaison avec le président des États-Unis. Comment savoir si c'est vrai? Oui, mais je l'aime. Monsieur le Président, connaissez-vous une femme appelée Monica Lewinsky? Je n'ai pas eu la moindre relation sexuelle avec cette femme. CNews, venez avec vos convictions, vous vous ferez une opinion. Changer est bien une nécessité, mais changer ne signifie pas renoncer. Alors, ne renoncez pas à la technologie, à la beauté, à l'ouverture sur le monde. Ne vous contentez pas de changer. Ouvrez de nouveaux horizons. Nouvelle 500 3+1 avec sa Magic d'or. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Alors si ça vous branche, essayez-la et à votre tour d'inspirer le changement. Rendez-vous sur fiat.fr. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. On se sent particulièrement bien chez vous, non? Oui, j'ai fait poser une pompe à chaleur Atlantique. Atlantique, on est bien chez vous. On a bicycle built for you. Let's take a ride through the valley. Let us enjoy the view. Pedaling away we'll be merry, smiling as bright as we do. And you look so sweet, right on the seat of the bicycle built for you. Les bonnes économies d'énergie se font en isolant votre maison par l'extérieur. En ce moment, bénéficiez d'aide de l'État. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites isolation. Waouh, c'est ta voiture ça? Ouais, acheté sur Aramis Auto, que 20 km au compteur. Hein. Et surtout, je l'ai eu pour beaucoup moins cher que la neuve. Mais enfin, elle a un petit défaut quand même. Elle est pas super bien garée. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Il y a une femme dont je suis très proche, qui a une liaison avec le président des États-Unis. Comment savoir si c'est vrai? Oui, mais je l'aime. Monsieur le Président, connaissez-vous une femme appelée Monica Lewinsky? Je n'ai pas eu la moindre relation sexuelle avec cette femme. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça.
Nouvelle Peugeot 308 hybride. Une expérience unique. De retour sur le plateau de Soir Info Week-end, toujours en ma compagnie, William T, président du think tank Le Millénaire. À vos côtés, Denis Cieslak, porte-parole des Amis d'Éric Zemmour. Lies Messatfa, vous êtes resté conseiller municipal à Levallois-Perret du Parti radical et conseiller également au cabinet d'Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé. Et à vos côtés, Ergun Toparslan, vice-président de Territoire de Progrès. Les présentations sont faites. Si vous nous rejoignez sur CNews, des tags ont été découverts à Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne, dans une rue connue pour abriter un point de deal. Des tags incitant clairement au meurtre de policiers. On va les voir dans un instant. Vous avez même un tableau de primes. Vous le voyez s'afficher sur votre écran, coupé à la tête d'un policier, 500 000 €. Je ne vais pas lire la suite, mais vous le voyez s'afficher actuellement sur votre écran. Écoutez la réaction du syndicat de police, Christophe Gonzalez. Il est secrétaire régional du syndicat de police Alliance. Donc, mes collègues sont intervenus, mes collègues de voie publique, cet après-midi sur un quartier sensible qui est connu de tous pour être un quartier dit de point de deal. Et sur place, mes collègues ont constaté de nombreux tags haineux, anti-flics, effectivement, qui touchent notre profession une fois de plus et même qui visent les compagnes, en parlant de femmes de flics aussi. C'est un lourd constat, un lourd tribut tous les jours, notamment sur les points de deal. On relate ces faits-là, cette haine anti-flic. Et il y a un réel ras-le-bol des forces de l'ordre. Les gardiens de notre paix en ont vraiment marre. Il faut absolument trouver des solutions. Yes, mais ça te fait, il faut trouver des solutions. C'est un vrai ras-le-bol, on l'entend, c'est un lourd constat, un lourd tribut. On en a ras-le-bol, c'est tous les jours que l'on constate cela sur le terrain. Les violences et agressions, qu'elles soient physiques, que ça soit de type de menace, sont quotidiennes et nous devons être aux côtés de nos forces de l'ordre. En disant ça, je ne dis pas grand-chose, si ce n'est quand même de leur témoigner de la solidarité dans ce qu'ils font. Et il faut faire bloc avec eux, et leur apporter des moyens. C'est ce qui est fait avec l'augmentation des effectifs. C'est peut-être pas encore suffisant, mais des solutions sont apportées. Et on doit tous se poser les questions de ce que l'on peut faire pour à la fois défendre nos policiers et leur permettre de faire respecter l'ordre, et donc d'une certaine manière, parce que si on en revient au débat précédent, respecter aussi nos valeurs communes que nous devons garder. Parce que si on arrive à faire respecter l'ordre, si on arrive à donner de la puissance à nos policiers, non pas pour être uniquement dans la sanction, mais aussi dans la pédagogie, dans le dialogue, dans la discussion, dans l'apaisement, on n'aura jamais d'Éric Zemmour aussi haut dans les sondages. Il faut renouer le dialogue entre ces populations qui vivent dans ces quartiers et les forces de l'ordre actuellement. Ces quartiers gangrénés par le trafic de drogue, tout en luttant contre le trafic de drogue également. Tout d'abord, ces personnes représentent une infime minorité, on ne le dira jamais assez, c'est une 5% des personnes qui vivent dans ces quartiers-là, mais ils pourrissent la vie à tout le monde. Il y a des associations même de policiers, exactement, il y a même des associations de policiers qui s'organisent pour réconcilier les populations avec les forces de l'ordre, parce que eux aussi, ils sont dans la caricature de nos forces de l'ordre en leur disant que sont des dangereux, racistes contre eux, qui s'attaquent à eux uniquement parce que c'est des personnes de telle ou telle origine. Donc, y compris du côté de nos forces de l'ordre qui sont, on le voit tout au long de la journée, fortement usées lors des dernières années avec des manifestations, avec à chaque fois des manifestations qui dégénèrent. On doit tous être collectivement à côté de nos forces de l'ordre, mais également notre population qui doit à un moment donné aussi se doter d'une sorte d'autocontrôle pour éviter que ce genre d'agissement arrive dans notre population qui est plus jeune. Donc les forces de l'ordre sont très fatiguées. On essaie de leur donner les moyens qu'il faut. Ça sera évidemment jamais suffisant au vu de tous les combats qu'ils doivent mener. Mais à côté de ça, on doit se doter collectivement d'une sorte d'autocontrôle pour permettre à ces fonctionnaires de pouvoir agir dans l'intérêt public. Et Cieslak, est-ce que ce sont les actions réalisées contre les trafics de drogue dans certains de ces quartiers qui sont gangrénés par cette économie souterraine qui dérange, qui conduisent aussi à des représailles violentes contre les forces de l'ordre ? Je pense que c'est plus profond que ça. Évidemment, ça doit être une réaction, ça doit jouer. Mais je pense que c'est plus profond que ça. Ça dit quelque chose qu'on voit. C'est quand même, franchement, ça met de haut le cœur, quoi. Quand on voit marquer couper la tête d'un policier 500 000 €, c'est d'une violence. Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit sur le côté solidarité absolue de nos policiers qui vivent ça tous les jours. Aujourd'hui, l'actualité, c'est quoi ? C'est Éric Zemmour qui va à Nantes. On voit des gens qui arrivent avec des matraques et qui frappent une voiture de police. Ensuite, on voit des tags avec marqué
couper la tête d'un policier 500 000 €. Enfin, c'est scandaleux ce qui se passe dans ces cités-là, dans ces endroits-là, dans ces banlieues. Et en réalité, c'est ce que dénonce Éric Zemmour. On pourra évidemment, je le disais en début de cette émission, on pourra évidemment prendre des mesures de ci, de là, essayer de faire que les choses s'améliorent, mais ce sont des symptômes qu'on traite en faisant ça. Il y a quelque chose de plus profond qui se passe dans ces banlieues-là, et je ne pense pas qu'on y arrive. Quelle solution on apporte? Vous savez, concrètement. C'est quand je vous parlais de qu'elle est multiple, mais quelle solution au pluriel on apporte? Sociale, c'était ça le sujet. Quand je vous parlais de mixité sociale, quand je vous parlais de solutions dans ce sujet, la mixité n'existe pas dans ces banlieues. C'est bien le problème. Et donc c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, on peut pas dire uniquement que l'immigré est la raison de tous les maux. On peut pas dire c'est pas à cause de l'immigré que, par exemple, il y a 300 000 emplois vacants aujourd'hui. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut aller sur les bons sujets. Et là, aujourd'hui, bien sûr, vous nous expliquez que dans certains quartiers, il y a des formes de ghetto. Oui, ça existe, c'est vrai. On peut partager ce constat-là. Mais aujourd'hui, comment on arrive à créer de la mixité sociale partout quand on a dans des territoires... Pas tous en même temps. C'est pas une question uniquement de mixité sociale. Dans ces territoires-là, vous avez des territoires qui sont perdus pour la République, où il y a une loi et un système de mérite qui est complètement différent du système de la République française. Et en fait, ces personnes-là, quand ils attaquent les policiers, ils n'attaquent pas uniquement les policiers, ils attaquent les services publics, les pompiers. Donc c'est pas une question uniquement de contrôle du territoire. Sinon, ils n'attaqueraient pas des pompiers, en fait, dans ces territoires-là. S'ils attaquent les personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est parce qu'ils attaquent la République française. Et donc ces personnes-là sont quasiment anti-France, en fait, pour ces personnes-là. Et ensuite, après, il y a différents sujets. Il y a différents sujets. Pour remettre de l'assimilation. Pour reprendre le contrôle de ces territoires perdus de la République, en fait, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'introduire une loi d'exception, comme ce que vous avez traditionnellement, et d'introduire un état d'urgence au niveau local pour permettre aux policiers de les soutenir dans leurs actions, faciliter leurs démarches. Notamment, François Hollande l'avait fait après les attentats du 13 novembre 2015. Il avait pris des mesures de perquisition administrative auxquelles il avait permis de reprendre 5000 armes dans les cités. Et donc ça, c'est une mesure qu'on peut mettre en place. Deuxième mesure, c'est ce que dit Christophe Guilluy dans Le Temps des gens ordinaires, c'est qu'en fait, ces personnes-là, une fois que vous les mettez en prison, sont renouvelées par l'arrivée de nouvelles populations immigrées qui, en fait, remplacent le flux de guetteurs, etc. Et donc, du coup, qui remplacent la main-d'œuvre, si je peux caricaturer comme ça. Et ce que dit Christophe Guilluy, en fait, dans Le Temps des gens ordinaires, c'est que pour stopper cette ghettoisation des quartiers, il faut stopper l'immigration. Et si par cas, vous voulez continuer à arriver à avoir 300 000, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais il ne faudrait pas les remettre dans ces quartiers-là. Et notamment, il y a la question de la loi Dallot à remettre en question avec les quotas de HLM. Ensuite, après, il y a un troisième sujet, c'est la question de la justice et la proportionnalité des peines. En fait, les peines de justice ne sont pas proportionnées aux peines qui sont commises parce qu'une partie de ces personnes-là ne sont pas réinsérables dans la société. Donc, il faut réintroduire la perpétuité réelle et soutenir les policiers dans leur démarche pour qu'ils reprennent effectivement le contrôle du territoire français. Le fait que ces gens-là se retrouvent dans les mêmes lieux de vie, c'est pas uniquement lié au fait que ce soit lié à de l'immigration. C'est-à-dire que quand l'immigration arrive, elle arrive souvent avec une immigration économique, donc ils se retrouvent avec des problèmes sociaux dans notre pays. C'est pour ça que notre erreur collective, c'est de les avoir parqués tous ensemble dans les mêmes endroits. Il y a une ségrégation résidentielle. C'est une politique de peuplement qui n'est pas bonne. À partir du moment où on peuple les populations qui se ressemblent tout le temps dans les mêmes endroits, d'ailleurs maintenant ça va même plus loin, on regroupe des personnes de même nationalité dans les mêmes tours, c'est sûr que les résultats vont être désastreux. On les regroupe collectivement. Ce sont nos élus, ce sont les organisations HLM. Il y a un phénomène humain assez naturel à vouloir se retrouver avec des gens qui nous ressemblent. C'est pas ça, c'est que nous, on leur propose des loyers accessibles uniquement dans ces endroits-là. Que de dire, voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens d'origine ivoirienne. Moi, mon père, quand il est venu en France, il a commencé à travailler en tant qu'ouvrier. Il a été dans les endroits où il pouvait payer des loyers, où il avait le droit d'avoir un logement qui serait un peu moins cher qu'ailleurs. Si on met les logements pas chers, tous ensemble, dans les mêmes endroits, dans le banc des lieux, en dehors des villes, et en plus de ça, on organise ça de façon assez médiocre en mettant les personnes par rapport à la même nationalité, etc., on se retrouve avec des résultats qu'on n'arrivera pas à gérer. Sauf que les soucis, ce que nous on dit, c'est que si on dit uniquement c'est lié à l'immigration, à leur origine ethnique ou religieuse, on ne solutionne pas le vrai problème. Demain, on aura une autre immigration qui va venir d'une autre ethnie, d'une autre religion. Je peux vous assurer que si on fait les mêmes choses, on aura les mêmes résultats. Non, parce que c'est ça la. Non, mais vous avez Yasmine Satfa, puis Denis. Vous avez une difficulté sur la question migratoire. C'est qu'en fait, il y a certaines populations qui sont plus assimilables à notre culture et à nos traditions. C'est notamment les migrants européens. Vous n'avez pas de problème avec la migration européenne. C'est qu'en fait, dans ces quartiers-là, migrants du Moyen-Orient, j'ai plus de mal à m'intégrer, à m'assimiler en France. Non, mais je dis pas vous spécifiquement. Je dis culturellement, il y a des cultures qui sont plus compatibles avec d'autres. Vous l'avez vu sur la question de la construction des États-Unis. Non, mais laissez-moi terminer dessus. Vous avez vu sur la question de la construction des États-Unis, c'était principalement au départ des peuples européens. Vous n'avez pas eu de problème au début de la construction des États-Unis. Bien sûr. Non, il n'y en a pas eu au début. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu au début. Ensuite, après, sur la question de ces quartiers-là,
quartiers-là, les gangs à New York, vous pouvez pas. L'immigration italienne qui venait d'Europe, elle a créé la plus grande mafia de l'histoire de l'humanité. Vous pouvez pas dans ces quartiers-là. Vous pouvez pas le nier. Vous êtes en train de renier une grande partie de l'histoire. Vous pouvez pas dans ces quartiers-là donner un afflux de migrants, notamment en provenant de certaines cultures qui sont principalement sous-qualifiées, donc principalement du Maghreb et du Moyen-Orient. Des musulmans, quoi. Pas seulement, mais ceux qui viennent de ces pays-là. Okay, je sais pas si vient de cette partie du monde, on a plus de problèmes. Mais je ne sais pas s'ils sont religieux ou pas. Je dis qu'ils proviennent de ces pays-là. C'est un point au bout de votre pensée. Non, mais je dis qu'ils proviennent de ces pays-là, donc je ne dis pas qu'ils sont religieux ou pas, j'en sais rien. Donc ensuite, sur ces personnes qui s'intègrent là, principalement, quand vous regardez les statistiques de l'INSEE, principalement, ils sont sous-qualifiés en termes de diplômes, etc. Avec les Italiens à 50 ans. Oui, mais il y a 50 ans, monsieur, vous n'avez pas le même chômage qu'à l'heure actuelle. Oui, mais il y avait la même partie de la population emprisonnée qui venait d'origine immigrée. Ce que vous dites est très dangereux. Si vous m'interrompez toutes les 5 secondes. C'est pas juste ce que vous dites, moi je vais vous laisser, mais vous dites des choses fausses. Si vous m'interrompez toutes les 5 secondes, je ne pourrais pas terminer. Donc ces personnes-là sont principalement en difficulté sociale et n'ont pas les diplômes nécessaires pour pouvoir s'intégrer facilement dans l'économie française. Et donc du coup, la loi des gangs leur offre une opportunité rapide pour s'enrichir et s'insérer dans la société. C'est pour ça qu'en fait je parle de système alternatif au système républicain. Et donc si ces personnes-là, d'une part, si on sélectionnait mieux les profils... une partie de ces personnes-là qui ont fait tourner la société, il faut aussi le dire. Français de la si je peux me permettre juste sur ça. En même temps, sinon c'est inaudible. Il me reste une partie dessus. Très court. Quand vous prenez notamment sur ces pays de provenance-là, quand vous avez des personnes qui ont principalement des bacs plus 5, etc., ils ne viennent pas dans ces quartiers-là et donc du coup ils s'intègrent plus facilement. Donc il y a deux limitations à avoir sur ces... Il y a une limitation d'origine et il y a une limitation de qualification professionnelle. C'est faux. Juste une question, parce que là ce que j'entends, après on reviendra sur le sujet de fond qui nous anime, c'est sur ces tags qu'on a pu avoir. Je m'horrifie de vous entendre dire que quand on vient de telle ethnie, de telle culture, on a plus de mal à s'intégrer. Parce que le discours que vous tenez là, c'est le discours exact qu'on tenait aux Italiens quand ils sont arrivés en France. Donc finalement, c'est une reproduction historique avec quelques dizaines d'années de retard. Sur les 300 000 Italiens qui étaient arrivés en France, il y en a les 2 tiers. Maintenant, pour recentrer, je veux juste recentrer sur le sujet. Elias Messatfa qui a la parole. Sur notre sujet, quand on voit ces tags horribles qui appellent au meurtre de nos forces de l'ordre, on est déjà à un stade de délinquance qui est déjà avéré, qui est déjà lointain et qui ne mérite que la sanction. Il n'y a pas de discussion à avoir, c'est de la sanction. En revanche, on doit se poser les questions. Il y a un problème dans la procédure pénale aussi. Il y a un problème dans la procédure pénale, mais je vais aussi en amont, parce qu'à un moment donné, il va falloir être en capacité de sanctionner, mais aussi anticiper et prévoir que ces problèmes ne se reproduisent plus. Et ça, c'est de l'éducation. Quand je m'évertue à parler tout au long de ce plateau-là de mixité sociale, de logique de peuplement, dans nos quartiers et de mixité sociale. Je ne parle pas comme ça pour avoir un monde idéal. Je dis juste qu'à partir de ce moment-là, quand on aura de la mixité, on aura aussi de la mixité à l'école et on arrivera à avoir une école républicaine qui fonctionne. Et à Montpellier, on a des gens qui sont dans ces quartiers-là. Vous pensez qu'ils sont heureux de vivre justement de manière... parqués de même ethnie ou autre, non, ils veulent de la mixité. Ils le demandent, des personnes manifestent, même des personnes qui étaient voilées, d'ailleurs, dans les cités de Montpellier, qui étaient françaises. Comment on fait de la mixité ? Comment on fait de la mixité ? Déjà, que chaque ville prenne sa part dans la répartition des logements sociaux. Mais les logements sociaux, on sait qu'ils sont majoritairement occupés par des gens qui ne seront pas en mixité sociale. Mais quand vous faites une ville, on a une moyenne qui monte à 30%. Parce que quand vous avez des villes, comment on fait concrètement pour avoir la mixité sociale ? Vous savez que la plupart des gens qui sont aujourd'hui dans les centres-villes n'ont aucune envie d'aller vivre dans ces quartiers-là. C'est très compliqué de faire cette mixité sociale. Donc la vraie solution, comme très souvent, c'est l'assimilation. La vraie solution, c'est de faire que ces quartiers-là ne soient plus des terrains qui vivent selon leurs propres lois et qui restaurent la loi. Et cela sera l'objet La vraie solution, c'est la République qui permet à chacun, peu importe son origine culturelle, ethnique, de pouvoir s'émanciper et de s'intégrer pleinement dans notre beau pays. C'est le mot de la fin et cela sera l'objet d'un nouveau débat que nous allons organiser bien évidemment